Le thème de la soirée est subir ou agir. Bernard de Montréal affirme que l'homme subit sa vie dans toutes les mesures. Même s'il est informé de comment fonctionne la psychologie humaine, la politique, l'économie, il continue à subir sa vie. La raison en est que l'homme n'est pas conscient des plans parallèles et des univers multidimensionnels dans lesquels il vit. Son ego est influencé par son milieu culturel, sociétal, idéologique et ses pensées sont coordonnées à l'évolution involutive de la conscience humaine. L'homme n'a pas de conscience intégrale de lui-même, c'est pourquoi il se pose des questions sur son origine et son destin. Même si l'individu obtient des résultats dans sa vie, il continue à subir sa vie. Un médium, bien qu'il comprenne mieux les processus, subit également sa vie. Dans cette conversation entre DM, dont Martin, et Boulevard M. Bernard de Montréal, ils discutent de la conscience et des plans parallèles. BDM affirme que le fait d'être médium ne signifie pas nécessairement être conscient. Il soutient que l'homme doit prendre conscience de l'existence des plans parallèles. Il parle également du fait que certains médiums peuvent prédire des événements futurs, mais qu'ils doivent encore attendre que ces événements se produisent, ce qui suggère qu'ils subissent leur propre avenir. BDM explique que le fait d'être médium est simplement une expérience de l'âme, tandis que la conscience dont il parle concerne l'évolution de l'homme, la fusion avec l'esprit. Il discute ensuite du fait que l'homme subit sa vie parce qu'il n'est pas conscient que la vie matérielle est le produit d'une manipulation qui vient d'ailleurs, que ce soit du plan astral ou du plan mental. Tant que l'homme ne sera pas suffisamment conscient et réceptif à ces notions, il continuera à subir sa vie. DM demande ensuite si l'homme a un libre arbitre. BDM explique que le libre arbitre est une illusion nécessaire pour maintenir l'importance de l'ego dans la conscience. Elle affirme que passer du libre arbitre à la liberté intégrale est une évolution nécessaire. En ce qui concerne la différence entre le libre arbitre et la liberté, BDM explique que dans la liberté, l'homme sait où il va, alors que dans le libre arbitre, il ne sait pas. Le libre arbitre est lié aux paramètres psychologiques et à l'action du moi, tandis que la liberté est une connaissance plus profonde de sa destinée. Il conclut en soulignant que le libre arbitre peut donner l'impression d'être créatif, mais il ne garantit pas nécessairement une destinée définie. L'auteur souligne que si l'homme pouvait communiquer avec les autres plans, il aurait pu être différent dans le processus de déstalinisation ou de réorganisation de la Russie, ou peut-être même ne pas s'impliquer du tout. Il soutient que l'homme vit une expérience d'âme sur Terre, où son âme est animée dans un corps matériel. Il distingue l'homme conscient, qui vit au niveau de son esprit et utilise son libre arbitre pour agir. Dans le monde, de l'homme inconscient qui est pris dans son ego et son inconscience involutive. En tant que personne consciente, on peut être informé de son avenir si nécessaire, mais plus on est conscient, moins on est intéressé à connaître son avenir car cela implique le besoin de supporter le temps. L'auteur partage également son expérience personnelle et explique qu'il est plus libre aujourd'hui car il n'est plus intéressé à connaître son avenir. Les gens sont intéressés à l'avenir parce qu'ils ne sont pas totalement ancrés dans leur conscience dans le présent. S'ils étaient pleinement conscients, ils n'auraient pas besoin de connaître l'avenir, bien qu'ils puissent le savoir. Dans cet extrait, l'auteur discute de la façon dont regarder vers l'avenir ou pratiquer la médiumnité peut aider les individus à se rassurer et à espérer en des choses meilleures. Cependant, il souligne que cette pratique est souvent motivée par le besoin de l'ego de se rassurer et que les personnes qui la pratiquent continuent de subir leur présent. La croyance en l'avenir ou en la médiumnité peut donner de l'espoir et soutenir les individus, mais ne les épargne pas des difficultés de la vie. Certaines personnes peuvent même devenir passives face à l'action, en pensant que l'avenir est déterminé. Cependant, l'auteur souligne que même si l'avenir est connu, tout reste expérientiel et subjectif. Les individus peuvent attendre des héritages ou des événements futurs, mais cela ne garantit pas leur bonheur. Il est également mentionné que le sentiment de pouvoir agir n'est pas une illusion, mais il faut prendre en compte que l'action n'est pas toujours le dispositif principal dans la vie. Lorsqu'une personne est en action, cela lui permet de maîtriser son avenir. Cependant, il est important de distinguer entre un homme d'affaires et un sportif. Pour l'homme d'affaires, maîtriser son avenir signifie généralement obtenir des avantages et du succès matériel, avec peu de considération pour la paix intérieure. En revanche, pour le sportif, maîtriser son avenir peut impliquer d'éviter les blessures et de trouver la satisfaction personnelle dans sa pratique sportive. Par conséquent, la manière dont chaque individu définit et poursuit sa maîtrise de l'avenir dépend de ses priorités et de sa compréhension de ce qui lui apporte la paix intérieure. La vie en soi n'a pas de valeur intrinsèque selon BDM.
Elle est un processus énergétique permettant à l'ego, à l'être, à l'homme de se manifester à travers les différents plans. Toutefois, l'homme a besoin de donner une valeur à sa vie pour se rassurer psychologiquement. Lorsque quelqu'un est confronté à la mort, il réalise souvent que la vie n'a pas de valeur réelle. Les suicides surviennent lorsque les individus ont été déçus dans les valeurs qu'ils avaient attribuées à leur vie. Cependant, la conscience permet de comprendre que la vie elle-même est précieuse et n'a pas besoin d'être valorisée de manière subjective. L'homme inconscient met des valeurs sur la vie, mais lorsqu'il devient conscient, il n'en a plus besoin car il a une compréhension intégrale du processus de la vie. Dans cette conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M, explique que les individus conscients ont la capacité de créer des valeurs dans leur vie. Leur conscience de la vie leur permet de comprendre ce qui est important et utile pour l'homme, et ils peuvent ainsi créer des valeurs en accord avec cela. En revanche, les individus inconscients ne créent pas de valeurs, mais plutôt les adoptent. Ils réagissent émotionnellement, psychologiquement et culturellement, en suivant les valeurs préexistantes de la société. BDM souligne également que la société crée et soutient les valeurs qui maintiennent le pouvoir et l'équilibre social. Les valeurs religieuses, idéologiques et politiques sont souvent liées à la préservation de l'ordre social. Cependant, BDM note que nous ne sommes pas encore entrés dans l'ère de l'individualisation, où les individus créent leurs propres valeurs sans nécessairement aller à l'encontre de la société. Dans le processus de création de valeurs, BDM explique que l'individu conscient les crée dans un cadre personnel tout en maintenant un équilibre avec la société. Ils vivent leur conscience créatrice en fonction d'eux-mêmes, mais sans transgresser les normes sociales. Par exemple, ils peuvent choisir de passer au feu rouge s'il n'y a pas de police, mais restent respectueux des règles dans la plupart des situations. En revanche, les individus inconscients rompent constamment cet équilibre et transgressent les normes de la société. En résumé, BDM affirme que les individus conscients ont la capacité de créer des valeurs en accord avec leur conscience de la vie, tandis que les individus inconscients adoptent les valeurs préexistantes de la société. Les valeurs créées par la société sont souvent axées sur le maintien du pouvoir et de l'équilibre social. Cependant, dans l'ère de l'individualisation, ces individus peuvent créer leurs propres valeurs tout en maintenant un équilibre avec la société. Dans cette conversation, les intervenants discutent du concept d'individualité et de son rapport avec la conscience et l'identité. Bernard de Montréal affirme que lorsqu'une personne est consciente, elle ne perturbe pas la paix des autres et est consciente de leur présence. David Monette, l'intervieweur, s'interroge sur le fait qu'une personne consciente peut-elle déranger les autres. Bernard de Montréal répond que si cela se produit, c'est pour les amener à évoluer créativement. Il discute également du développement de l'identité et de la conscience, affirmant que l'homme n'a pas d'identité mais plutôt un centre de gravité qui se développe. Un individu conscient est en mesure de se faire petit ou grand en fonction de ses besoins, sans déranger les autres. Il conclut en évoquant la possibilité que les paroles de Bernard de Montréal puissent déranger à la télévision, mais il affirme que cela dépend de l'attitude de l'intervieweur et de sa propre capacité à expliquer ses actions. Lorsque la conscience est éveillée et expansive, elle ne peut pas être manipulée par l'inconscience. Elle crée des chocs créatifs qui peuvent avoir un impact significatif, comme le cas de Robert Charlebois qui a cassé sa guitare lors d'un concert en France et est devenu une star. Cependant, un individu conscient doit toujours rebalancer le choc qu'il crée, sinon il laisse des traces de souffrance. Être conscient signifie ne pas se prendre au sérieux, être transparent et ne pas accorder de valeur à l'ego. La conscience brille pour les autres, pour l'évolution de l'humanité, et permet de créer des valeurs sans nourrir l'ego. Finalement, l'individu conscient peut rayonner vers l'extérieur et aider les personnes inconscientes à prendre conscience d'elles-mêmes, à développer leur centre et à atteindre une identité authentique, libérée des valeurs imposées par d'autres pour maintenir le pouvoir. La vraie connexion entre les êtres humains se fait à travers leurs vibrations, peu importe s'ils sont conscients ou inconscients. Un homme conscient n'a plus besoin d'apprendre du monde extérieur, car il apprend tout de l'intérieur et sa relation avec les autres est basée sur la transparence et l'amour inconditionnel. Il peut couper tout lien avec l'inconscience s'il le souhaite, car il est indépendant d'esprit. Certains individus conscients peuvent être attirés par des environnements inconscients pour différentes raisons, telles que la survie ou le besoin de créativité. La résistance à l'inconscience diminue à mesure que la conscience s'élargit, et les individus très conscients peuvent choisir de se retirer dans des environnements qui leur conviennent mieux. Cela peut être rendu possible par leurs moyens créatifs et leur liberté. Dans cette discussion,
il est dit que si une personne consciente décide de se retirer dans une cabane pendant des mois, elle ne sera pas vraiment seule. Elle s'organisera pour avoir au moins une personne avec qui communiquer de manière équilibrée. L'homme conscient est toujours maître de ses moyens, il peut choisir d'être seul ou d'avoir des relations humaines selon ses besoins. Si une personne consciente se trouve dans un environnement inconscient, elle cherchera quelque chose en fonction de sa sensibilité. Par exemple, si elle travaille dans une grosse compagnie et qu'elle développe sa conscience, elle peut supporter les conflits d'ego et de personnalité pendant un certain temps pour des raisons liées à la programmation de sa vie. Cela peut l'amener à développer de la patience, à respecter les autres et à remettre en question ses illusions spirituelles. Cependant, le moment où elle décidera que c'est assez et qu'elle n'en peut plus, c'est l'ensemble des événements extérieurs qui la poussera à en sortir. Dans cette conversation, les deux interlocuteurs discutent du pouvoir de décision de l'individu conscient par rapport à sa condition de vie. Il conclut que l'individu conscient est programmé pour être là où il est dans le temps et l'espace, et qu'il ne peut pas le discuter. Cependant, s'il n'est pas satisfait de sa condition de vie, il peut changer les vibrations et les conditions en faisant preuve de force et en sortant de sa lamentation. Les forces occultes de la conscience ont plus de pouvoir sur l'individu inconscient, tandis que l'individu conscient a davantage de contrôle sur sa vie. Cependant, dès que l'homme n'est pas totalement fusionné avec ses forces et tant que les forces n'ont pas perdu leur contrôle, il n'y a pas encore de changement radical dans la civilisation. En attendant ce processus, l'individu conscient doit veiller à ne pas perturber sa vibration afin de maintenir une relation stable avec les plans et avoir ses besoins satisfaits. Les forces sont obligées de répondre à ses besoins pour éviter sa destruction. Les interlocuteurs soulignent que l'homme ne comprend pas pleinement la valeur de la vie et donne des valeurs insignifiantes à cette dernière. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle de la valeur de la vie en tant que concept cosmique et multidimensionnel. Selon lui, la véritable valeur de la vie réside dans la capacité de l'homme à interagir avec des intelligences d'autres plans et mondes, et non dans les valeurs créées par l'ego. Ces valeurs de survie sont inférieures à la valeur de vie dont il parle. Il affirme que lorsque l'homme atteindra cette valeur de vie, il connaîtra une évolution jupitérienne et fera partie d'une autre évolution que la civilisation terrestre actuelle. Cette évolution durera environ 2500 ans, jusqu'à ce que l'homme n'ait plus besoin de son corps matériel et qu'il fonctionne uniquement au niveau éthérique. À ce stade, l'homme aura une fusion totale entre le plan mental et le plan physique, et ne subira plus la vie. Il deviendra un grand magicien, capable de travailler avec les forces élémentales et de la nature, de changer le taux vibratoire de l'atome et de créer de nouvelles conditions d'évolution pour une race nouvelle sur Terre. Cependant, ces pouvoirs occultes ne seront pas mélangés avec les perceptions de l'homme moderne d'aujourd'hui.